Alors même si cette guerre froide est une guerre qui n'est pas une guerre traditionnelle, une guerre où les affrontements militaires ont lieu directement entre Américains et Russes, eh bien, il va y avoir toute une série de crises durant cette guerre froide. Des crises pendant lesquelles, à chaque fois, la menace d'une guerre nucléaire sera très importante. Donc des crises qui vont arriver tout au long des années 40, 50, 60 et qui vont faire craindre à chaque fois au monde de basculer dans la guerre nucléaire. La première crise éclate en 1948 et 1949. Beaucoup de ces crises vont avoir lieu en Allemagne car l'Allemagne est le lieu où se rencontrent donc les deux ennemis. Américains et Russes sont en effet très proches les uns des autres de par la division de l'Allemagne en quatre après la Seconde Guerre mondiale. Et donc on retrouve les armées russes et les armées américaines quasiment face à face en Allemagne. En 1948 et 1949, la première crise va donc éclater à Berlin. Cette ville qui a été divisée en quatre en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc petit rappel, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc selon les accords de Yalta de février 1945, eh bien l'Allemagne qui a été vaincue est divisée en plusieurs parties. L'Est de l'Allemagne va être sous la domination soviétique de l'URSS, tandis que l'Ouest va être partagé entre les Anglais, les Américains et les Français. Il en va exactement de même pour Berlin. Berlin-Est sera occupé par les Soviétiques, tandis que Berlin-Ouest sera partagé entre Français, Anglais et Américains. Donc cette situation fait effectivement donc qu'on va retrouver face à face les Russes et les Américains à quelques centaines de mètres de distance. Ils sont en guerre les uns contre les autres, et même si la guerre n'aboutit pas à des affrontements militaires directs, eh bien, ce sont ces endroits où les tensions vont être remarquables à ce moment-là. Alors que se passe-t-il en 1948 ? En 1948, Staline, qui est toujours dirigeant de l'URSS, n'accepte plus d'avoir en pleine zone soviétique une petite partie de Berlin-Ouest entre les mains des Américains, des Français et des Anglais, c'est-à-dire entre les mains des ennemis pour lui à cette époque-là. Et il va donc décider de bloquer complètement le ravitaillement pour la partie ouest de Berlin. L'objectif de Staline est d'étouffer les habitants de Berlin-Ouest, de les empêcher de se nourrir, de se chauffer, de travailler, d'avoir de l'électricité, et de cette manière-là de forcer les Américains, les Anglais et les Français à quitter Berlin-Ouest et à laisser à Staline la domination sur toute l'Allemagne de l'Est. Ainsi donc pendant plusieurs mois, quasiment une année, eh bien, les Russes vont bloquer Berlin-Ouest. Le président américain Truman ne veut pas d'une guerre avec l'URSS. Il sait trop que cette guerre basculerait dans une guerre nucléaire. Il décide donc de contourner le problème. Il va notamment organiser donc un pont aérien, c'est-à-dire que pendant 9 mois, des avions donc vont décoller et atterrir toutes les 2 minutes sur les aéroports de Berlin-Ouest pour ravitailler la population de Berlin-Ouest en nourriture, en charbon, bref, en tout ce que la population a besoin pour pouvoir survivre. Pendant 9 mois, les Américains vont donc dépenser des milliards pour ne pas céder face aux Russes, parce que l'enjeu est là, ne pas céder face aux Soviétiques et montrer qu'on est capable de relever en quelque sorte le défi qui a été posé par Staline. Donc pendant 9 mois, la population de l'ouest de Berlin sera ravitaillée de cette manière-là, ce qui poussera finalement Staline en 1949 donc à mettre fin à ce blocus et à finalement révéler son échec dans sa tentative d'étouffer Berlin-Ouest. Malgré tout, cette première crise, si elle n'a pas dégénéré en guerre et si elle n'a pas été une victoire soviétique, va aboutir à une division très importante. Staline va décider à ce moment-là de diviser l'Allemagne en deux. L'Allemagne n'existe plus. On va avoir la RDA, République démocratique d'Allemagne, à l'est, qui sera une Allemagne communiste, et à l'ouest, la RFA, République fédérale d'Allemagne, qui sera une république allemande capitaliste, c'est-à-dire sous la domination américaine. Bref, l'Allemagne se coupe en deux à partir de là. Ce n'était que la première crise de cette guerre froide, puisque, à nouveau à Berlin, en 1961, la crise va renaître, avec le célèbre épisode du mur de Berlin. En 1961, le dirigeant russe Nikita Khrouchtchev, qui a succédé à Staline, se rend compte que Berlin-Ouest permet à de nombreux habitants de RDA, donc d'Allemagne de l'Est, à de nombreux communistes, de quitter le monde communiste. Et ça, il ne peut pas l'admettre. Il ne peut pas accepter que des centaines de milliers de personnes profitent de Berlin-Ouest pour s'enfuir vers la RFA, vers la France, vers l'Angleterre ou vers les États-Unis. Donc il va décider, en une nuit, de fermer la frontière dans la nuit du 12 au 13 août 1961 et de bloquer complètement les accès à Berlin-Ouest pour les habitants de Berlin-Est. Ainsi, un mur va être construit, un mur de 155 km de long qui va couper Berlin en deux,
protégé par plus de 10 000 soldats d'Allemagne de l'Est, et ce mur donc aura pour objectif d'empêcher les habitants de Berlin-Est d'aller à Berlin-Ouest, et d'empêcher les habitants de la RDA de quitter le monde communiste en passant par Berlin-Ouest. Ce mur va être vu comme une agression par les Américains, comme une entrave à la liberté, et les tensions vont être particulièrement fortes pendant plusieurs jours à Berlin. Donc, le long donc, de cette nouvelle frontière qui a été créée, qu'on voit ici à la base qui n'est que des barbelés, puis qui devient un mur solide, un mur physique, eh bien les tensions vont être particulièrement fortes avec des chars qui vont se faire face à environ 50 à 100 mètres de distance, et le risque d'une guerre directe n'aura jamais été aussi fort à ce moment-là qu'en 1961. Finalement, les Russes et les Américains vont reculer, vont laisser donc la situation se calmer, et le mur de Berlin va continuer à exister ainsi pendant presque une trentaine d'années. Donc cette deuxième crise, toujours berlinoise, et à nouveau à l'initiative des soviétiques, manque de dégénérer, mais finalement aboutit uniquement, malheureusement pour les Allemands, à la séparation donc, de Berlin en deux. Des familles sont séparées, des familles ne pourront plus se voir pendant plusieurs dizaines d'années, puisque le mur partage de manière hermétique, étanche, les deux parties de Berlin. Donc avec ce mur, donc 155 km de haut, qui va partager complètement Berlin-Est entre les mains des communistes et de la partie ouest entre les mains des capitalistes, c'est-à-dire des alliés. Une autre crise de cette guerre froide, la crise de 1962 dite des missiles de Cuba. Pour comprendre cette crise, il faut connaître la situation à Cuba. En 1959, une révolution a lieu à Cuba. Cette révolution est menée par cet homme qui s'appelle Fidel Castro, qui est aidé par un mercenaire, un guerrier sud-américain qui s'appelle Che Guevara, Ernesto Guevara dit Che Guevara, et ce Fidel Castro, on va prendre le pouvoir à Cuba, une petite île, enfin une île à proximité des États-Unis. Ce Fidel Castro est communiste, et en 1962, il propose au dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev son aide. Son aide, en fait, va consister en l'installation de missiles nucléaires. Fidel Castro donc accorde la possibilité aux Russes d'installer dans cette île de Cuba, très très proche des États-Unis, des fusées nucléaires. Ainsi, pour la première fois, les Américains sont à distance de tir des Russes. Pour les Américains, c'est une annonce qui est terrible, parce que les Russes, cela signifie que les Russes peuvent les atteindre à tout moment par l'envoi d'une bombe nucléaire. Ici, nous voyons le rayon d'action donc des fusées nucléaires soviétiques. Washington peut quasiment être détruite, Atlanta, la Nouvelle-Orléans, Dallas, Miami, bref, des villes particulièrement importantes de millions d'habitants qui sont menacées par ces tirs de fusées nucléaires russes. Les Américains vont réagir en faisant un blocus, donc c'est-à-dire en bloquant l'île de Cuba du reste du monde, ce qui entraînera un gros risque d'affrontement naval entre les Russes et les Américains. Et finalement, le jeune président américain John Fitzgerald Kennedy parviendra en 1962 à faire plier les Russes et à imposer au chef russe Khrouchtchev de démanteler les installations nucléaires qui se trouvent sur l'île de Cuba. Cette crise de Cuba a été la crise la plus grave de toute la guerre froide, puisqu'on fut à deux doigts de basculer donc dans une guerre nucléaire. D'ailleurs, aux États-Unis, à cette occasion, les gens commençaient à creuser des abris anti-atomiques dans leur jardin, donc pour pouvoir se protéger, à faire des réserves d'alimentation en cas de guerre nucléaire et d'explosion nucléaire. Donc, le jeune Kennedy parvient donc à faire céder Nikita Khrouchtchev par des interventions télévisées notamment. Alors, cette guerre froide n'est pas une guerre où il y a des oppositions directes. Il y a, par contre, des guerres qui sont appelées des guerres indirectes. C'est-à-dire que jamais les Russes et les Américains ne vont s'affronter directement, mais ils vont s'affronter indirectement. Exemple, de 1950 à 1953, les Américains vont participer à la guerre de Corée. La Corée, donc ce territoire à proximité du Japon et à proximité de la Chine, va entrer en guerre. Une guerre entre la Corée du Nord, communiste, et la Corée du Sud, qui est plutôt alliée des Américains. Les Américains vont ainsi participer à cette guerre et aider les habitants de Corée du Sud à battre les communistes de Corée du Nord. De leur côté, les Russes vont venir assister militairement la Corée du Nord. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas un affrontement direct entre les Américains et les Russes, mais les Américains vont combattre en Corée, et les Russes, même s'ils ne vont pas directement affronter les Américains, ils vont armer les ennemis des Américains pour pouvoir essayer d'affaiblir le plus possible ces Américains. Donc c'est en quelque sorte, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, hein, c'est-à-dire que les Soviétiques aident les Nord-Coréens parce que les Nord-Coréens sont en guerre contre les États-Unis.
Finalement, cette guerre terminera en 1953 avec la division de la Corée en deux, division qui existe toujours aujourd'hui. La Corée du Sud, alliée des Américains, capitaliste, et la Corée du Nord, communiste. Donc cette guerre fit plusieurs dizaines de milliers de morts, fut particulièrement terrible, notamment pour les Américains, et dura donc 3 ans. Alors d'autres guerres indirectes eurent lieu, notamment la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam s'est déroulée dans l'ancienne Indochine, donc devenue indépendante en 1954, et cette guerre ressemble énormément dans sa situation géographique à la guerre de Corée. Les Américains vont venir en aide à des habitants du sud du Vietnam, contre des habitants du nord du Vietnam qui sont communistes. Donc les Américains vont aider le sud du Vietnam capitaliste à lutter contre des communistes. De leur côté, les Russes aideront les communistes du nord du Vietnam à lutter contre les Américains. Donc à nouveau, cette guerre qui va durer 13 ans, de 1962 à 1975, eh bien, va voir s'affronter donc les Américains et des communistes aidés par les Russes. Donc si les combats ne sont pas directs, eh bien on a quand même des combats qui sont entretenus en tout cas par chacun des deux camps. Alors des images particulièrement terribles de cette guerre qui fit des centaines de milliers de morts de chaque côté et qui reste un traumatisme important pour les Américains puisque les Américains perdront cette guerre en 1975. Alors dernière guerre indirecte, la guerre qui va se dérouler en Afghanistan de 1979 à 1989. Les Russes vont tenter de s'emparer de ce territoire qui se situe au sud de leur territoire, l'Afghanistan, et vont s'enfoncer peu à peu dans le territoire afghan. Les chars russes entrent en 1979 en Afghanistan, et comme c'était à l'inverse de ce qui s'était passé en Corée et au Vietnam, si les Russes attaquent l'Afghanistan, eh bien les Américains viennent alors en aide aux Afghans, c'est-à-dire aux populations qui sont attaquées par les Russes. Ainsi, les Américains, pendant une dizaine d'années, vont aider ceux qu'on appelle les Moudjahidines, des musulmans assez extrémistes, donc à lutter contre les Russes. Et finalement, cette guerre de 10 ans se terminera en 1989 par le retrait des Soviétiques, donc qui abandonneront le combat, incapables de battre ces Afghans, bien aidés par les Américains. Alors cette guerre froide, donc, est une guerre sans combat direct entre Américains et Soviétiques, est une guerre où il y a des combats, où il y a des grandes crises et où il y a des guerres indirectes. Mais on a aussi des conflits à l'intérieur de chaque bloc. La guerre froide n'est pas une opposition si simple entre les deux blocs. Par exemple, en 1956, les Hongrois communistes, sous la domination de l'URSS, vont tenter de se révolter contre l'URSS. Cette Hongrie qui se révolte en 1956 va être écrasée par les chars soviétiques. Donc des révoltes, il y en a également dans le monde communiste, qui n'accepte pas forcément la domination soviétique. Il se passera exactement la même chose en 1968 à Prague, en Tchécoslovaquie, où les Tchécoslovaques se révolteront contre l'URSS, et à nouveau, cette révolte sera écrasée dans le sang par l'intervention des chars soviétiques à Prague. De même, du côté capitaliste, la France, en 1966, montrera son désaccord avec les États-Unis et décidera de se retirer de l'organisation militaire américaine dans la guerre froide, l'OTAN, donc pour montrer qu'elle ne doit pas obéir aveuglément aux Américains et qu'elle peut faire ses propres choix. Le président Charles de Gaulle, à ce moment-là, voudra bien montrer que la France n'a pas à obéir aveuglément aux Américains. Bref, cette guerre froide est une guerre complexe, une guerre donc, où il existe des crises importantes qui font craindre une guerre nucléaire à tout moment, une crise où il existe également des conflits indirects, guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre d'Afghanistan, où même si les Américains et les Russes ne s'affrontent pas directement, de manière indirecte, ils finissent par, d'une certaine manière, combattre. Et enfin, une guerre où il y a également, dans chacun des camps, dans chacun des blocs, des conflits internes, notamment ce qui se passe en 1956 en Hongrie, en 1968 en Tchécoslovaquie ou en 1966 en France, avec la désobéissance de certains alliés des deux grands pays de cette guerre froide.